Non, plus sérieusement, donc ravi de vous rencontrer, chers collègues, et Mathilde Talon et l'autre avaient porté aussi dans la dernière mandature une proposition de loi. Donc on est sur la même longueur d'onde, plus complexe certainement que le texte qui demande évidemment à être amendé. Sur plein de sujets, on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure. Le groupe La France Insoumise est sur la même longueur d'onde que le groupe écologiste dans ce cas-là, le groupe socialiste et je pense le groupe communiste va retrouver une unité parce que c'est une liberté nouvelle, l'ultime liberté de pouvoir disposer de son corps. Et quelque part, c'est un sujet qui a mûri depuis 2012, donc ça fait plus de 10 ans qu'il mûrit, qu'il est porté, et quelque part, on va être à la hauteur de l'événement. Je suis d'accord que le rapporteur, si c'est M. Olivier Favorny, qui est à la tête du groupe d'équipe et qui fait un travail remarquable depuis des mois, où il réunit régulièrement, plus d'un jour à peu près, un tenant pour l'aide à mourir, un tenant contre l'aide à mourir. Et on s'est énormément enrichi de ces prises de parole, du questionnement et de leur retour. Mais le groupe La France Insoumise est vraiment dans la ligne de l'ADMD. On peut avoir quelques détails, quelques divergences, mais c'est anecdotique. Le texte manque d'ambition, et on sait très bien que le président de la République avait une pression énorme du groupe religieux. Donc il marche comme il peut, et nous, on va l'accompagner à mieux marcher. Donc effectivement, le texte dit, le document qui va être étudié parle d'une aide à mourir, déjà c'est un terme qu'on n'avait pas souvent entendu parler, dans des conditions strictes. C'est plutôt une bonne chose que les choses soient cadrées de cette façon-là, ça ouvre toutes les portes, ou alors finalement, qu'est-ce que vous avez à en dire? La parole est libre, hein. D'ailleurs je vous donnerai la parole. Mais globalement, il y a des termes comme suicide assisté, euthanasie, aide active à mourir, aide à mourir. Je pense que la sémantique, elle est très importante. Alors si vous voulez bien, on va peut-être donner quelques définitions, parce que peut-être que tous les gens qui sont ici ne sont pas capables de comprendre tous ces éléments. L'euthanasie, c'est quand on met... Qui a envie de nous expliquer ça peut-être en détail? L'euthanasie, c'est quand on met fin au jour d'une personne atteinte d'une maladie grave ou incurable. Vous m'arrêtez si je me trompe. Si c'est un médecin qui intervient. Il y a aussi le suicide assisté. C'est lorsqu'une personne qui souhaite mettre fin à ses jours est accompagnée et a besoin d'un tiers pour faire le geste fatal, c'est ça? Est-ce que... Alors, je vous en prie, Jean-Michel, dites-nous... Puisque c'est un problème financier. Et il y a à peu près 3000 personnes qui vont se faire euthanasier en Belgique ou en Suisse, et des gens qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas le faire. Donc ça nous pose déjà un problème d'égalité en droit. Mais la liberté de conscience, elle est fondamentale. Quand le président dit qu'in fine, ce sont les médecins qui décident, il n'est pas dans l'esprit de la loi de 1905. Il ne garantit pas la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est simplement, j'ai le droit de penser ce que je veux, de l'exprimer avec beaucoup de correction, dans la mesure où effectivement je ne viens pas heurter quelqu'un dans sa liberté. Et je trouve ça assez culotté de tenir compte de l'avis des religieux dans un pays qui se dit laïque. Je te rejoins. Et moi, je suis effaré. Vraiment effaré par ça, parce que je croyais qu'après 1905, c'était réglé. Et en fait, ils sont sortis par la porte, ils reviennent. Et en gros, la République, ce sont des lois faites, je veux dire, par les humains pour les humains, c'est-à-dire par les hommes pour les hommes. Hein. Mais quelque part, on est en République quand on ne tient pas compte des manuels religieux, et quand on n'est pas dans le dogme, et quand le peuple a le dernier mot. Et quand on va jusqu'au bout de ça, il faut que l'individu dans la société puisse trouver sa place, penser en toute liberté, agir en toute liberté dans un cadre. C'est vraiment ça. Quand on a compris ça, on se dit qu'effectivement, quelqu'un qui veut se suicider va le faire quand même. Quelqu'un qui souffre qui a des souffrances réfractaires, si c'est bien le mot exact, c'est-à-dire que les médicaments ne peuvent rien faire, il faut qu'il ait le dernier mot, selon moi. Et c'est ce que je défendrai, je dirais, à l'Assemblée nationale. Voilà. Jean-Michel. Directive anticipée. Et quand effectivement
la personne n'est plus en capacité d'avoir le discernement de la décision. Il y a la personne ou les personnes de confiance. Donc en fait, c'est tout un processus d'accompagnement. Je suis d'accord avec un médecin qui ne veut pas devenir euthanasiaire. Et quand le médecin traitant, quand la personne de confiance, quand les directives anticipées, quand tout ça est réuni, je pense que la capacité du discernement est de moindre importance si la personne souffre et l'équipe médicale dit oui, elle souffre et qu'elle a écrit dans ses directives anticipées qu'il fallait qu'on l'aide à mourir. Donc, pour moi, c'est vraiment un... En fait, mon problème, il est que, en tant qu'évaluation, je m'en réfère aux médecins, comment on évalue que quelqu'un a sa capacité de discernement. Donc là, on rentre ce qu'on appelle, nous, en maths, et même dans les lois, on est aux frontières. Comment on arrive à détecter que quelqu'un est totalement avec sa capacité de discernement, qu'elle comprend bien ce qu'on lui dit et qu'elle est capable d'exprimer quelque chose qu'elle a au fond d'elle-même et qui souhaite vraiment. J'avoue que pour le législateur, ça va être quelque chose de très compliqué. Vous avez parlé des directives anticipées. Peut-être qu'il faut préciser quand même un peu les choses parce que ce n'est pas une évidence absolue pour tout le monde. Peut-être, Jean-Michel Nivet, vous pouvez nous éclairer là-dessus. C'est-à-dire que moi qui aujourd'hui suis en pleine capacité de mes moyens intellectuels, je dis et j'écris que le jour où je ne le suis plus, je souhaite qu'on procède à ma fin de vie, c'est ça? C'est ça, les directives anticipées? Alors en fait, les directives anticipées, c'est donner un mandat en matière de santé. En matière de santé, en l'occurrence en matière de fin de vie. Ces directives étaient une avancée profonde de la loi Genetic Life, même si je n'avais que celle-ci, permet de donner un pouvoir mais qui n'est pas opposable, malheureusement. Un pouvoir à la personne de confiance. Et la personne de confiance, c'est celle que vous désignez dans vos directives anticipées, et qui va s'exprimer à votre place si vous n'êtes pas en capacité de parler, ou si vous êtes en coma. Voilà. Le plus clair, l'affaire Vincent Lambert. Vincent Lambert, qui est resté 7 ans en coma, n'avait pas rédigé de directive anticipée écrite. Donc n'avait personne pour s'exprimer à sa place. Ses parents et son épouse et son neveu se sont battus pendant 7 ans pour qu'il puisse finir comme il l'aurait voulu, mais il n'avait rien rédigé. Donc, ses parents, ils étaient dans une secte catholique et ils ne voulaient pas. Non, ils ne voulaient pas. Ils s'opposaient avec le neveu et son épouse. Et donc il a fallu 7 ans pour que, in fine, même sans directive anticipée, il puisse faire valoir ce qu'il aurait dû écrire. Et très concrètement, la liberté de conscience, la liberté de penser, elle est attaquée tous les jours. On a du mal, effectivement, avec les chaînes d'information, de faits divers continus, avec des gens qui ont acheté ces chaînes, et qui ont leur idéologie qui passe à travers les chaînes, avec des femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas bénéficier de l'IVG, qui sont obligées de changer de département. Donc, c'est pas le tout de donner un droit, mais l'application de ce droit ou permettre qu'il soit réellement appliqué et des questions qu'il ne faut pas trancher. Changez peut-être de micro parce qu'il y a des petits moments où on entend pas. Non, j'avais fini, mais on est attentif à ça, mais c'est après, je vais pas. Alors, en fait, je peux pas, parce que ça se fait pas, mais on rentre dans la politique. Est-ce qu'on se donne les moyens? Est-ce qu'on se donne les moyens que chaque femme puisse avoir ce droit appliqué et que chaque personne, quand la loi va être votée, puisse bénéficier de ce droit? Bien sûr qu'on va respecter la clause de conscience des médecins. Je disais que c'était la liberté ultime, donc il faut le respecter, mais on peut avoir des équipes mobiles qui se déplacent, des volontaires. Je sais pas, quand on se donne les moyens de faire quelque chose, eh ben, il n'y a pas de problème d'argent, on le fait. Tout à l'heure, vous avez les uns et les autres parlé. C'était pas dans l'isoloir, ni dans, je ne sais plus comment on appelle, la honte française. Le confessionnal. Donc, on a du mal à vous imaginer au confessionnal. Non, j'ai pris la peine, puisque c'est un sujet sensible, j'ai pris la peine d'aller voir Monseigneur Gosselin pour avoir en direct un échange. Et ça a été très, très, très riche, puisqu'il y a énormément de sujets sur lesquels nous étions en phase, ce qui m'a surpris.
moi qui suis quand même. Et il y a deux sujets sur lesquels nous n'étions pas du tout d'accord, c'est donc l'IVG et la fin de vie. C'est dommage, c'est les deux sujets du même. Et donc, ce qui était très intéressant, parce que le côté fraternité de Monseigneur Gosselin, je l'ai ressenti dans tout notre échange. Donc il y a plein de sujets, mais j'ai trouvé quand même que, voilà, à un moment, l'idéologie qui l'anime prend le pas sur la liberté de l'individu. Et bon, sur ces deux sujets-là, nous n'étions pas d'accord. Mais c'est la façon que j'ai de travailler, c'est d'aller au plus près des gens du terrain, voir des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Parce que quand je porte ça à l'Assemblée nationale, il me paraît important d'avoir quelque chose de complet pour pouvoir me forger une opinion et la défendre auprès de mes collègues. Voilà. Le président de la conférence des évêques de France, il y a quelques jours, s'est exprimé à la radio, c'était sur France Inter, je crois, et il considérait que parler de fraternité, puisque vous avez utilisé les uns et les autres ce terme, à propos du texte Macron qui ouvre à la fin du suicide assisté à l'euthanasie, était une tromperie. Est-ce que, peut-être là pour le coup, les associations... Parce que c'était le dernier sujet, c'était super important de se confronter à Monseigneur Gosselin. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vous ai proposé tout à l'heure, pour respecter la liberté de conscience des médecins, de pouvoir avoir des unités mobiles. Donc je parle de ça avec lui et il dit, mais vous pensez vraiment mettre en place des escadrons de la mort? Ne rigolez pas, parce que dans sa tête, c'était vraiment... C'est la première image qui est sortie du cœur. Et j'ai eu la réplique, je dis, mais non, ce sont des escadrons d'arrêt de la souffrance. Et je l'ai interpellé. C'est pour ça que je dis que la sémantique dont on a parlé tout à l'heure, elle est fondamentale. Elle doit être capable, on va se confronter aux gens qui ne sont pas d'accord, parce qu'on va les avoir, je les ai déjà eus, en face de moi, là, dans les groupes d'études. Donc on doit aller sur le terrain, se confronter à toutes les images que les gens ont dans la tête. Pour nous, quand on va porter effectivement les amendements et pour que cette loi aille dans le sens que l'on souhaite, on soit solide sur le choix des mots et qu'on ne soit pas attaquable.